J'ai acheté la voiture de mes rêves après des années d'économie. Mon frère l'a délibérément vandalisée avec un outil à 3 heures du matin un mardi. La caméra de surveillance a tout enregistré. Il s'est présenté le lendemain matin, me suppliant de supprimer l'enregistrement. Je l'ai laissé terminer. Puis je lui ai dit que je l'avais déjà transmis à la gendarmerie. Je m'appelle Olivier. J'ai 32 ans et il y a environ 3 mois, j'ai appris quelque chose auquel aucune thérapie ni aucun podcast inspirant n'aurait pu me préparer. Il s'avère que la personne la plus capable de détruire quelque chose que vous aimez n'est pas un inconnu. Ce n'est pas un acte de chaos aléatoire de l'univers. C'est le gars qui s'est assis en face de vous au repas de famille du dimanche pendant 30 ans et vous a demandé de lui passer la sauce. Mon frère Sébastien s'en est pris à la voiture de mes rêves de façon délibérée avec un outil à 3 heures du matin un mardi. Un mardi, même pas un week-end, même pas un vendredi soir alimenté par trop de vin et de mauvaises décisions. Un mardi en plein milieu de la semaine, calculé. Mais je vais trop vite. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai grandi dans une petite ville près de Lyon, dans le Rhône. Le genre d'endroit où tout le monde connaît vos affaires avant vous. Et le moment fort de l'année est la foire locale où quelqu'un finit inévitablement par se disputer pour une crêpe. Mes parents, François et Catherine, étaient des gens solides. Papa a travaillé dans une usine de pièces automobiles pendant 31 ans. Maman tenait la comptabilité pour un cabinet dentaire local. Ils n'étaient pas riches, mais nous n'avons jamais eu faim. Et ils nous aimaient, tous les deux. Du moins, c'est ce que je me suis dit pendant longtemps. Sébastien a 3 ans de plus que moi. En grandissant, il était l'enfant prodige, capitaine de l'équipe de football, roi du bal de fin d'année au lycée, le genre de gars dont les professeurs se souvenaient avec affection 10 ans plus tard. J'étais le garçon discret. J'aime les voitures. Pas de la façon dont la plupart des enfants aiment les voitures, en accrochant un poster sur leur mur pour ensuite l'oublier. Je veux dire que j'étais sous la voiture de mon voisin à 14 ans pour apprendre à changer des plaquettes de frein. Je pouvais nommer tous les moteurs de la gamme des classiques américaines à l'âge de 12 ans. Ma chambre sentait l'huile de moteur, et ma mère détestait ça, mais elle me laissait faire. Les voitures n'étaient pas juste un passe-temps. C'était mon identité. Et la voiture que je voulais depuis l'âge de 16 ans était une Chevrolet Camaro SS de 1969, bleu foncé avec des bandes de course blanches. J'en ai vu une lors d'une exposition automobile à Lyon quand j'étais en seconde au lycée, et je suis resté planté là si longtemps que mon père a dû venir me chercher. Il a posé sa main sur mon épaule et a dit, « Peut-être un jour, mon grand. » Je me suis accroché à ce peut-être comme si c'était une promesse. Après le lycée, Sébastien est allé à l'université avec une bourse partielle de football. Il s'est démoli l'épaule lors de sa 2e année, a abandonné ses études et est rentré à la maison. Pas de diplôme, pas de plan, juste beaucoup d'amertume face à ce qui aurait pu être. Je ne suis pas allé à l'université. Au lieu de cela, j'ai obtenu une certification de mécanicien automobile, j'ai gravi les échelons dans un garage local et j'ai fini par faire des travaux de restauration personnalisés à côté. Ce n'était pas glamour. Je rentrais à la maison tous les jours couverts de cambouis, avec les mains douloureuses et le dos fatigué, mais j'étais doué pour ça, et le bouche à oreille a fait son effet. À 25 ans, je dirigeais mon propre petit atelier dans une belle ouée près de Lyon. À 28 ans, j'avais 3 employés et une liste d'attente. Je ne dis pas ça pour me vanter. Je le dis parce que ce que j'ai construit, je l'ai construit lentement, brique par brique, euro par euro, et chaque mois, sans faute, je mettais de l'argent sur un compte d'épargne que j'avais ouvert à 19 ans. Le fonds Camaro. C'est littéralement comme ça que je l'ai nommé à la banque. La guichetière m'a souri et a dit, « C'est mignon. » 13 ans plus tard, ce n'était plus mignon. C'était réel. Sébastien, pendant ce temps, allait d'un emploi à l'autre. Il a fait de la construction pendant un temps, puis a vendu des assurances, puis a essayé de rénover des maisons pour les revendre au pire moment du marché et a perdu de l'argent qu'il n'avait pas vraiment. Il est retourné vivre chez nos parents à 27 ans, a déménagé à 29 ans, puis est revenu à 31 ans après une rupture. Ce n'était pas un mauvais bougre. Du moins, je ne le pensais pas. Il était juste perdu. Ce genre de perdition où l'on n'arrête pas de recommencer à zéro, sans jamais aller nulle part. Et quelque part en cours de route, le fait d'être perdu s'est transformé en ressentiment. Pas envers le monde en général, pas envers la malchance ou le mauvais timing, mais envers moi spécifiquement, parce que je construisais quelque chose et pas lui.
parce que chaque fois que je franchissais une étape, cela lui rappelait qu'il ne l'avait pas fait. Cela a commencé par de petites remarques lors des repas de famille du dimanche comme « ça doit être sympa de jouer avec des voitures pour gagner sa vie ». Ou « certains d'entre nous ont de vrais métiers, Olivier ». J'en riais. C'est mon frère. Les frères se taquinent. C'est ce que je me disais. Mais les remarques sont devenues plus acerbes avec les années. Quand j'ai acheté ma première maison à 29 ans, un modeste pavillon avec un garage pour 2 voitures, Sébastien a dit à nos parents que je frimais. Quand je mentionnais que l'atelier marchait bien, il changeait de sujet ou quittait la pièce. Maman l'a remarqué. Elle m'a pris à part une fois et m'a dit « Sois indulgent avec ton frère. Il traverse une période difficile. » J'avais envie de lui demander sur quoi exactement je devais être indulgent. Exister, réussir, respirer dans sa direction générale, mais j'ai gardé le silence parce que c'est ce que j'avais toujours fait. Maintenir la paix. Ne pas faire de vagues. Être le garçon discret. Puis, au printemps dernier, je l'ai trouvée. La Camaro, une SS de 1969. Numéro correspondant, bleu foncé avec des bandes blanches. Elle était dans une vente successorale à 3 heures de route. Le fils du propriétaire vendait la collection de son défunt père, et cette voiture avait été conservée dans un garage pendant 20 ans. Elle avait besoin de réparation, bien sûr, mais la structure était parfaite. Le prix était élevé, 62 000 €. Mais j'avais l'argent. 13 ans d'économie et j'avais l'argent. J'y suis allé un samedi matin avec ma petite amie, Juliette. Elle est le genre de personne qui s'enthousiasme pour vous, même si elle ne comprend pas tout à fait. Elle a vu mon visage quand je suis entré dans ce garage, elle a serré ma main et a dit « Va chercher ta voiture, chérie ». J'ai failli pleurer. Je n'ai pas honte de le dire. 32 ans, debout dans le garage d'un inconnu, essayant de ne pas craquer pour une voiture. Mais ce n'était pas juste une voiture. C'était chaque nuit tardive sous un capot, chaque euro taché de graisse, chaque fois que quelqu'un me disait que travailler de mes mains n'était pas une vraie carrière. C'était une preuve. Je l'ai acheté, je l'ai ramené chez moi sur une remorque, et j'ai passé les 2 mois suivants à la restaurer moi-même dans mon garage. Nouvelle sellerie, carburateur refait à neuf, peinture fraîche dans la couleur d'origine. Quand j'ai démarré ce moteur pour la première fois et que je l'ai entendu vrombir, je jure que les murs de mon garage ont tremblé. Juliette a filmé ça avec son téléphone et j'ai dû regarder cette vidéo 40 fois ce soir-là. J'ai fait l'erreur de publier une photo sur les réseaux sociaux. Juste la voiture dans mon allée, étincelante sous le coucher du soleil. La légende disait, 13 ans de préparation. La réaction a été écrasante. Des amis, d'anciens camarades de classe, des clients, et même des inconnus me félicitaient. Mon pote Thomas, qui m'avait aidé pour une partie de la carrosserie, a commenté de façon amusante. Ma mère m'a appelé en pleurant des larmes de joie. Papa a envoyé un texto qui disait juste « Fier de toi, fils ». 3 mots. Ça m'a frappé plus fort qu'un roman. Sébastien n'a pas dit un mot, pas un pouce levé, pas un commentaire, pas un texto, rien. Et honnêtement, je l'ai remarqué. J'ai vérifié plus d'une fois, si je dois être franc avec vous. J'ai fait défiler les commentaires en cherchant son nom et il n'y était pas. Je me suis dit qu'il était occupé. Je me suis dit qu'il ne l'avait probablement pas vu. Je me suis dit toutes les choses qu'on se dit quand on essaie d'éviter la conclusion évidente que quelqu'un qu'on aime ne veut pas se réjouir pour nous. Mais je me suis dit qu'il finirait par s'y faire. Peut-être qu'il viendrait la voir, s'assiérait sur le siège conducteur, et que nous partagerions un moment. Des frères tissant des liens autour d'une voiture. J'ai vraiment imaginé ça dans ma tête. Je suis presque gêné d'admettre à quel point j'étais naïf, parce que ce que Sébastien faisait réellement pendant ces 2 mois, c'était quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Il observait, attendait, et préparait quelque chose qui allait mettre à l'épreuve tout ce que je croyais sur la famille, le pardon, et jusqu'où va vraiment la loyauté du sang. Pendant environ une semaine après avoir posté cette photo, les choses sont restées calmes. Sébastien n'est pas passé, n'a pas appelé, n'a pas envoyé de texto. Je me suis dit qu'il faisait sa vie. Il travaillait à temps partiel dans une scierie et faisait des petits boulots à côté. Nous n'étions pas le genre de frères qui se parlaient tous les jours de toute façon, plutôt toutes les 2 semaines environ, généralement chez maman autour de son rôti. Donc, ce silence ne m'a pas alarmé. Pas au début. Puis est arrivé le repas familial en plein air,
le truc annuel de maman et papa pour le 14 juillet. Saucisses, salade de pommes de terre, le grand festin typique des petites villes. Je suis arrivé avec la Camaro parce que, honnêtement, pourquoi ne l'aurais-je pas fait? J'avais passé 13 ans et 2 mois de restauration pour amener cette voiture là où elle était. Elle ronronnait comme un lion bien élevé. Je l'ai garée dans l'allée et j'ai marché vers le jardin à l'arrière où tout le monde était déjà installé. L'oncle Patrick l'a vue en premier et a failli faire tomber son verre. Mon Dieu, Olivier. Cette merveille est sublime. Ma cousine Louise s'est approchée et a demandé à s'asseoir dedans. Même mon père, qui n'est pas le gars le plus expressif, en a fait 2 fois le tour sans rien dire, puis m'a regardé et a fait un signe de tête. Vous connaissez ce signe de tête? Celui qui en dit plus long qu'un discours ne le pourrait jamais. Sébastien était assis dans une chaise de jardin près de la glacière, un verre à la main, avec une expression sur le visage comme si je venais de conduire un char d'assaut à travers son salon. Je me suis approché et j'ai dit, « Mec. Tu veux venir y jeter un coup d'œil ?» Il ne m'a même pas regardé. Il a juste pris une gorgée de son verre et a dit, « Ça ira. » Tu es sûr? Tu adorais les vieilles muscles cars quand on était gamin. Tu te souviens du pote de papa qui avait cette chevelle? J'ai dit, ça ira, Olivier. La façon dont il a dit mon nom, pas Oli, pas frérot, Olivier. Comme si j'étais un étranger qui s'était égaré dans son jardin. J'ai laissé tomber, j'ai pris une assiette, j'ai mangé un peu, j'ai essayé de profiter de la journée, mais je pouvais sentir son regard sur moi à chaque fois que quelqu'un parlait de la voiture. Et les gens n'arrêtaient pas d'en parler. Pas par cruauté, ils étaient sincèrement impressionnés. Mais chaque compliment que je recevais était comme une aiguille qui s'enfonçait dans la peau de Sébastien. Et à la fin de la soirée, il était tellement tendu. Je suis surpris qu'il n'ait pas craqué sur le champ. Il a fini par craquer, en fait, mais pas au repas en plein air. Ça s'est passé environ 2 heures après que tout le monde soit parti. Maman m'a appelé. Elle était bouleversée. Elle a dit que Sébastien s'était disputé avec papa dans la cuisine. Apparemment, Sébastien avait dit quelque chose sur le fait que toute la famille vénérait la stupide voiture d'Olivier et que personne ne faisait tout un plat quand lui accomplissait quoi que ce soit. Papa, qui n'élève presque jamais la voix, a dit à Sébastien qu'il était ridicule et qu'il devrait être heureux pour son frère. Sébastien a jeté un verre. Pas sur papa, Dieu merci, mais contre le mur. Puis il est parti. Maman m'a demandé de l'appeler. Il t'écoute, a-t-elle dit. Ce qui était amusant parce que Sébastien ne m'avait écouté sur rien depuis environ 2009. Mais je l'ai quand même appelé. Je suis tombé directement sur la messagerie vocale. Je lui ai envoyé un texto. Et, j'ai entendu dire que les choses se sont envenimées. Tu vas bien? Pas de jugement. Je prends juste de tes nouvelles. Il n'a pas répondu. 2 semaines ont passé. J'ai continué ma vie. L'atelier était très occupé. Juliette et moi parlions d'emménager ensemble. Les choses allaient bien. Vraiment bien. Et je pense que c'est ce qui a rendu ce qui a suivi si difficile à encaisser. Parce que quand votre vie se met enfin en place, la dernière chose à laquelle vous vous attendez, c'est que quelqu'un s'attaque de façon délibérée à la chose qui représente tout ce pourquoi vous avez travaillé. C'était un mardi soir. Je m'étais couché vers 23 heures après avoir regardé un documentaire sur des trucs de l'océan que Juliette avait choisi. Je dormais à point fermé à minuit. À 3h14 du matin, mon téléphone a vibré sur la table de nuit. C'était une alerte de mouvement de ma caméra de surveillance. J'ai failli l'ignorer. On a parfois des animaux. L'un d'eux a compris comment ouvrir le couvercle de notre poubelle et j'avais l'intention de la fermer avec un tendeur. Mais quelque chose m'a poussé à ouvrir la notification. Appelez ça de l'instinct. Appelez ça de la chance stupide. Appelez ça comme vous voulez. Les images étaient granuleuses avec la vision nocturne, mais je pouvais voir une silhouette dans mon allée. Capuche sur la tête, se déplaçant rapidement. Il est allé directement vers la Camaro et là, j'ai vu l'outil. Les images montraient des dégradations graves et méthodiques. Ce n'était pas de la destruction aléatoire. C'était personnel. Je suis sorti du lit si vite que j'ai failli trébucher sur le chien. Juliette s'est assise et a demandé ce qui n'allait pas, et je n'ai même pas pu lui répondre. J'ai juste dit, appelle le 17. Alors, j'ai dévalé les escaliers, j'ai ouvert violemment la porte d'entrée,
et le temps que j'arrive dehors, la silhouette avait disparu. Mais la Camaro était gravement endommagée. Et je dis bien gravement endommagée. Toutes les vitres brisées, le capot cabossé à plusieurs endroits. La peinture entaillée de longues traînées. Le rétroviseur côté conducteur pendait par un fil. Les boîtiers des feux arrière étaient en miettes. 13 ans d'économie, 2 mois de restauration, envolés en probablement 90 secondes. Je me tenais dans mon allée, en caleçon et pieds nus, à 3 heures du matin, fixant ce qui était autrefois mon rêve, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pas de la tristesse, pas de la colère, quelque chose de plus profond, quelque chose qui s'installe dans l'espace entre vos côtes et qui appuie simplement vers le bas jusqu'à ce que vous ne puissiez plus respirer. Je n'ai pas pleuré. Je le voulais, mais mon corps m'en a empêché. C'était comme si toutes les émotions que j'avais s'étaient coincées dans l'embrasure d'une porte et qu'aucune d'elles ne pouvait passer. Juliette est sortie avec une couverture et me l'a mise sur les épaules. Elle n'a rien dit. Elle est juste restée là avec moi. Les gendarmes sont arrivés environ 20 minutes plus tard. 2 agents. Ils ont pris des photos, posé des questions, les trucs habituels. L'un d'eux a demandé si j'avais des caméras de surveillance, et j'ai dit oui. J'ai affiché les images sur mon téléphone et je leur ai montré. Pouvez-vous identifier l'individu, a demandé l'un des agents. J'ai fixé l'écran. La silhouette portait un sweat à capuche et un pantalon sombre, mais j'ai reconnu la démarche. La façon dont il déplaçait son poids sur son côté gauche, une habitude de son ancienne blessure à l'épaule. La façon dont il rentrait le menton quand il se déplaçait rapidement. J'ai reconnu la carrure, la posture, la façon exacte dont il balançait cet outil comme s'il balançait une batte dans le jardin quand nous étions gamins. C'est mon frère, ai-je dit, et les mots avaient le goût de la cendre dans ma bouche. C'est Sébastien. L'agent a fait une pause. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Ils m'ont demandé si je voulais porter plainte sur le champ. J'ai dit que j'avais besoin d'une minute. Ils m'ont donné un numéro de dossier, m'ont dit d'envoyer les images à leur adresse email, et ont dit qu'un enquêteur ferait un suivi. Après leur départ, Juliette et moi nous sommes assis sous le porche dans le silence. Elle a fini par dire, « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je n'avais pas de réponse. Pas encore. Mais je savais une chose avec une certitude absolue. Quoi qu'il arrive ensuite, Sébastien allait faire face à ce qu'il avait fait. Pas parce que je voulais me venger. Pas parce que je voulais lui faire du mal, mais parce que 13 ans de ma vie se trouvaient dans cette allée en morceaux, et la personne qui les y avait mis allait me regarder dans les yeux et en assumer les conséquences. Ce que je ne savais pas, c'est que Sébastien se présenterait à ma porte le lendemain matin même. Et ce qui sortirait de sa bouche serait encore plus insultant que ce qu'il avait fait à la voiture. Sébastien s'est présenté à ma porte à 8h45 le lendemain matin. Je connais l'heure exacte parce que j'étais assis à la table de la cuisine, fixant mon café comme s'il me devait de l'argent, quand la caméra de surveillance a envoyé une autre alerte. Tout mon corps s'est raidi. Juliette m'a regardé et j'ai pu voir sa mâchoire se crisper. Mais quand j'ai ouvert l'application, c'était juste Sébastien. Pas d'outil cette fois, juste lui debout sur mon porche dans une chemise froissée, ayant l'air de ne pas avoir dormi. Bien. Ça faisait 2 d'entre nous. J'ai ouvert la porte. Il n'a pas dit bonjour. N'a pas souhaité la bonne journée. Les premiers mots qui sont sortis de sa bouche ont été « Olivier, il faut que tu supprimes cette vidéo. » Je l'ai juste dévisagé. Laissant le silence faire son effet. Il a changé de posture. Cette même inclinaison vers la gauche. Écoute, je sais que tu es furieux. Je comprends. Mais si cette vidéo fuite, je suis fini. Je viens de commencer ce boulot à plein temps à la Syrie, et si j'ai un casier judiciaire, ils me vireront. Je ne peux pas me permettre ça en ce moment. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte et j'ai dit, tu ne peux pas te le permettre. Allez, mec. Je suis ton frère. Et voilà. La carte qu'il avait jouée toute sa vie. La carte du frère. Comme si partager le même ADN était un laissez-passer gratuit pour sortir d'ennui. Comme si les liens du sang signifiaient que j'étais obligé d'avaler chaque insulte, d'encaisser chaque affront, et maintenant d'éponger 62 000 € de dégâts au nom de la famille. Je l'ai laissé parler. Il a continué pendant bien 5 minutes. Il a dit qu'il était stressé. Il a dit qu'il avait bu. Il a dit qu'il ne voulait pas que ça aille aussi loin.
Il a dit qu'il me rembourserait. Il a vraiment dit que le gars qui vivait dans un studio au-dessus d'une laverie et conduisait un utilitaire qui avait 300 000 km au compteur allait me rembourser pour une Camaro SS de 1969 entièrement restaurée. Bien sûr, Sébastien. Laisse-moi retenir ma respiration en attendant. Quand il s'est enfin arrêté de parler, j'ai dit, la gendarmerie a déjà la vidéo. Je l'ai envoyée hier soir. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Je veux dire, vraiment vidé. Il est passé de rougeau et désespéré à pâle et creux en environ 2 secondes. Il a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. Il ressemblait à un poisson qui venait de réaliser que l'hameçon ne ressortirait pas. Tu as appelé les gendarmes. Tu as gravement endommagé ma voiture avec un outil à 3 heures du matin. Tu pensais que j'allais faire quoi, Sébastien? T'écrire une lettre de protestation sévère. Il a commencé à faire marche arrière. Il a dit que je réagissais de façon excessive. Il a dit que je choisissais une voiture au lieu de la famille. Je lui ai dit que maman et papa étaient déjà anéantis, et pas à cause de moi. Puis j'ai fermé la porte. Il est resté sur le porche pendant encore 1 minute avant de partir. Je l'ai regardé s'en aller sur la caméra de surveillance. Il a donné un coup de pied dans ma boîte aux lettres en sortant. Du Sébastien tout craché. Les semaines suivantes ont été les plus difficiles de ma vie. Et je ne dis pas ça à la légère. La situation avec l'assurance a été un cauchemar. La Camaro était assurée, mais parce qu'il s'agissait d'une voiture de collection avec une police spéciale, la procédure de réclamation avançait à la vitesse d'un glacier de mauvaise humeur. L'expert est venu, a évalué les dégâts et m'a donné un chiffre insultant. 38 000 € pour une voiture dans laquelle j'avais investi 62 000 €, sans compter 2 mois de ma propre main-d'œuvre. Je l'ai contesté. Ils ont envoyé un deuxième expert. Le chiffre est monté à 45 000 €. Toujours pas assez, mais je l'ai accepté parce que je ne pouvais pas me permettre d'attendre plus longtemps. Pendant ce temps, l'affaire pénale avançait. Sébastien a été interpellé 2 semaines après l'incident. Inculpé de dégradations volontaires aggravées. Les images de la caméra de surveillance étaient suffisamment claires pour que son avocat commis d'office ne prenne même pas la peine d'essayer de contester que c'était lui. Sébastien m'a appelé depuis la maison d'arrêt. Je n'ai pas décroché. Il a appelé maman et elle m'a appelé. Elle pleurait. Elle m'a demandé de retirer ma plainte. Je lui ai dit que je l'aimais, mais non. Elle a dit que je déchirais la famille. J'ai répondu que Sébastien l'avait déchiré à 3h14 du matin avec cet outil. Elle m'a raccroché au nez. Papa était différent. Il m'a appelé le soir même et a dit, « Je ne vais pas te dire quoi faire, mais je veux que tu saches que je comprends. » C'était tout. Court et honnête. C'est ainsi que mon père a toujours été. Il n'a pas pris parti ouvertement, mais je pouvais entendre dans sa voix qu'il savait que Sébastien avait tort. Il n'arrivait tout simplement pas à le dire aussi directement parce qu'au bout du compte, Sébastien était son fils à lui aussi. J'ai respecté ça, même si ça faisait mal. Pendant environ 1 mois, j'ai traversé une période sombre. Je ne vais pas enjoliver les choses. J'allais au travail et je fonctionnais bien parce que l'atelier avait besoin de moi. Mais à la seconde où je rentrais à la maison et voyais cet espace vide dans mon allée, quelque chose se serrait dans ma poitrine sans plus me lâcher. Juliette a été incroyable. Elle ne m'a pas poussé à en parler. Elle s'est juste assurée que je dîne et que je ne sombre pas trop dans mes propres pensées. Une nuit, elle est venue dans le garage où j'étais simplement assis sur un tabouret à fixer le vide. Et elle a dit, « Tu sais quel est ton problème ? Tu penses que c'est la fin de l'histoire. Ce n'est pas le cas. C'est le milieu. » Elle avait raison. Et quelque chose dans la façon dont elle l'a dit a déclenché un déclic en moi. Pas du jour au lendemain, mais progressivement. J'ai recommencé à investir de l'énergie dans l'atelier. J'ai pris en charge un gros projet de restauration pour un client de Lyon, une Plymouth Barracuda de 1970 qui avait besoin de tout. Le travail était exactement ce dont j'avais besoin. Méthodique, détaillé, quelque chose que je pouvais contrôler quand tout le reste semblait chaotique. J'ai aussi recommencé à mettre de l'argent de côté. Pas pour une autre Camaro, pas encore. Juste sur un compte d'épargne. Reconstruire le matelas de sécurité que Sébastien avait anéanti. Et quelque chose de drôle s'est produit. Les affaires ont repris.
L'histoire de la Camaro avait fait le tour de la ville parce que les petites villes sont essentiellement de grandes discussions de groupe avec de la meilleure nourriture. Les gens ont commencé à m'amener leur voiture spécifiquement parce qu'ils avaient entendu ce qui s'était passé et voulaient me soutenir. Un gars nommé Didier, qui possédait un atelier de carrosserie à l'autre bout de la ville, m'a envoyé 2 de ses clients excédentaires. Une femme nommée Sophie, qui dirigeait le journal local, m'a demandé si elle pouvait faire un reportage sur mon atelier. J'ai dit, bien sûr. L'article est paru et la semaine suivante, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. À la fin de ce 2e mois, l'atelier a réalisé son meilleur trimestre de tous les temps. J'ai embauché un 4e technicien, un gamin nommé Hugo, tout juste sorti de l'école professionnelle, qui me rappelait moi-même à cet âge. Enthousiaste, discret, doué de ses mains, j'ai commencé à lui apprendre le côté restauration de l'entreprise, et le voir apprendre à raviver en moi quelque chose que Sébastien avait failli éteindre. Juliette a emménagé à cette époque. Nous en parlions depuis des mois et elle a finalement dit, « J'en ai marre de payer un loyer pour un endroit où je ne dors pas. » C'était un argument valable. La voir là tous les jours a changé l'énergie de la maison. On se sentait à nouveau dans un foyer au lieu d'une scène de crime. Je n'avais toujours pas parlé à Sébastien. Il avait été libéré sous contrôle judiciaire et attendait la date de son procès. Maman m'a dit qu'il logeait chez un ami. Elle a dit qu'il avait l'air terrible. Elle a dit qu'il était désolé. Je lui ai dit que les excuses ne masquent pas les dégradations graves. Elle n'a pas trouvé ça drôle, mais je le pensais vraiment. Puis, environ 10 semaines après l'incident, il s'est passé quelque chose qui a changé la trajectoire de tout le reste. J'ai reçu un email d'un homme nommé Alain Moreau. C'était un collectionneur de paris spécialisé dans les muscles cars de la fin des années 60. Il avait vu l'article de journal sur mon atelier et avait apparemment fait des recherches sur mes précédents travaux en ligne. Il a dit qu'il avait un projet dont il voulait discuter. Pouvions-nous nous rencontrer? J'ai conduit jusqu'à Paris le samedi suivant. Alain Moreau était exactement ce à quoi on s'attend de la part d'un gars qui collectionne des muscles cars pour gagner sa vie. Grand, cheveux argentés, poignée de main ferme, il portait des bottes qui coûtaient plus cher que mon premier utilitaire. Il m'a fait visiter sa collection dans un garage climatisé qui ressemblait à un musée. 12 voitures, toutes immaculées, et puis il s'est arrêté devant une qui était recouverte d'un drap. Il l'a retirée et j'ai cessé de respirer. C'était une Camaro SS de 1969. Bleu foncé, bande blanche, numéro correspondant, presque identique à celle que Sébastien avait endommagée. Alain Moreau m'a regardé et a dit, « Je l'ai achetée il y a 6 mois. Elle a besoin d'une restauration complète. Et d'après ce que j'ai vu de votre travail, je veux que ce soit vous qui le fassiez. » Il m'a donné le budget. Il m'a donné les délais. Et puis il a dit quelque chose qui m'a presque fait flancher. Et quand elle sera terminée, si vous voulez le droit de premier refus pour l'acheter, elle est à vous. Je vous ferai un prix juste. J'ai serré sa main et je ne l'ai pas lâché pendant probablement trop longtemps, mais il n'a pas eu l'air de s'en soucier. Les 3 mois suivants ont été les plus occupés de ma carrière. La Camaro d'Alain Moreau est arrivée à mon atelier sur une remorque à plateau. Et quand mes gars m'ont aidé à la décharger, Hugo est resté planté là, la bouche grande ouverte. « Patron, c'est ce que je pense ?»« Ouais, gamin. C'est exactement ce que tu penses, et on va la rendre parfaite. » Je me suis jeté dans cette restauration comme si c'était une thérapie. Parce qu'honnêtement, c'en était une. Chaque boulon que je serrais, chaque panneau que je ponçais, chaque fil que je connectais, j'avais l'impression de reconstruire bien plus qu'une voiture. Je reconstruisais ce que Sébastien avait essayé de m'enlever. Pas le véhicule lui-même, mais la conviction que ce que je construisais de mes mains avait de la valeur, que mon travail comptait, que 13 ans de patience et de discipline ne pouvaient pas être effacés par 90 secondes de jalousie et un outil. Pendant ce temps, la situation juridique avec Sébastien évoluait d'une manière que je n'avais pas anticipée. Ma compagnie d'assurance, après avoir payé l'indemnisation, a décidé d'engager une action subrogatoire contre Sébastien. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que cela signifie, en gros, la compagnie d'assurance vous paie, puis elle s'en prend à la personne qui a causé les dommages pour récupérer son argent. Sébastien ne faisait donc plus seulement face à des accusations pénales. Il faisait également face à une plainte civile d'une compagnie d'assurance dont le service juridique n'avait rien de mieux à faire que de presser des citrons jusqu'à la dernière goutte. Et Sébastien était bel et bien un citron à ce stade.
Son avocat commis d'office m'a contacté par l'intermédiaire de mon avocat. J'avais engagé un avocat nommé Maître Romain Leclerc, un gars pour qui j'avais fait des travaux de frein un an plus tôt. Maître Romain Leclerc était vif, direct, et dégageait cette énergie calme qui vous donnait l'impression que tout allait être géré. Le défenseur de Sébastien voulait négocier. Il proposait de plaider coupable pour un délit mineur si j'acceptais une restitution réduite et ne réclamais pas de peine de prison. Maître Romain Leclerc m'a regardé par-dessus son bureau et a dit « C'est votre décision. » Mais les preuves sont accablantes. Ces images de surveillance sont d'une clarté absolue. Si cela va jusqu'au procès, il risque une condamnation pour dégradation volontaire aggravée passible de 5 ans de prison et la restitution intégrale. J'ai dit à Maître Romain Leclerc que j'avais besoin d'y réfléchir. Et j'y ai réfléchi pendant environ 3 jours. Je l'ai retourné dans ma tête comme une pièce de voiture que l'on n'arrive pas tout à fait à identifier. Une partie de moi, la partie petit frère, voulait laisser Sébastien s'en tirer à bon compte. Voulait croire qu'il avait retenu la leçon. Voulait préserver les miettes de famille qu'il nous restait. Mais ensuite, je regardais la place vide dans mon garage où ma Camaro avait l'habitude d'être garée. Et je me rappelais debout dans mon allée en caleçon à 3 heures du matin, regardant tout ce pourquoi j'avais travaillé endommagé par quelqu'un qui était censé m'aimer. J'ai appelé Maître Romain Leclerc et je lui ai dit d'insister pour que toutes les charges soient retenues. Pas d'accord. Sébastien l'a appris par son avocat et a apparemment pété les plombs. Maman m'a de nouveau appelé. Cette fois, elle était en colère. Tu vas envoyer ton frère en prison pour une voiture? J'ai répondu, maman, il a commis un délit grave. Il a détruit pour 62 000 € de mes biens. Que ferais-tu si quelqu'un faisait ça à quelque chose que tu as passé 13 ans à construire? Elle n'avait pas de réponse à ça. Elle a juste dit, c'est la famille, Olivier. Et j'ai répondu, il a arrêté d'agir comme la famille quand il a ramassé cet outil. Papa m'a appelé plus tard dans la soirée. Il a dit, ta mère est bouleversée, mais entre toi et moi, tu fais ce qu'il faut. Un homme doit assumer ce qu'il a fait. Cette seule conversation avec mon père signifiait plus pour moi que je ne peux l'exprimer. Ce n'était pas une permission. Je n'avais pas besoin de sa permission, mais c'était la validation de la seule personne dont j'estimais le plus l'opinion, et cela a apaisé quelque chose en moi qui bouillonnait depuis des mois. La date du procès a été fixée à novembre. En attendant, la Camaro d'Alain Moreau avançait à merveille. J'ai documenté toute la restauration sur les réseaux sociaux, pas pour frimer, mais parce que les gens suivaient l'histoire, et qu'il me semblait juste de partager le processus. Chaque publication recevait des centaines de j'aime, des commentaires de personnes de tout le pays. Des collègues passionnés de mécanique, des amateurs de voitures classiques, des gens qui avaient traversé leur propre trahison familiale et voyaient un peu d'eux-mêmes dans mon histoire. Un type du Sud-Ouest m'a envoyé un jeu d'insignes SS d'origine qu'il gardait précieusement depuis des années et m'a dit « Mettez-les sur la Camaro. Vous les avez mérités. » J'ai failli craquer devant un colis envoyé par un inconnu. La semaine précédant le procès, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Sébastien s'est présenté à l'atelier. Pas chez moi. À l'atelier pendant les heures d'ouverture, avec des clients et des employés autour. Il est entré en ayant l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 3 mois. Plus maigre, des cernes plus prononcées sous les yeux, portant la même chemise froissée que le matin où il était venu sur mon porche me supplier de supprimer la vidéo. Hugo m'a regardé nerveusement. Je lui ai dit que c'était bon. Sébastien s'est tenu au milieu de mon atelier, entouré de ponts élévateurs, de boîtes à outils et de l'odeur de l'huile de moteur, et il a dit « Est-ce qu'on peut parler ?» Je l'ai conduit dans le petit bureau à l'arrière, j'ai fermé la porte. Il s'est assis sur la chaise en face de mon bureau, et pour la première fois de toute notre vie d'adulte, il avait l'air minuscule. Pas physiquement. Sébastien est un grand gabarit. Il l'a toujours été, mais quelque chose derrière ses yeux s'était effondré. « Je ne suis pas ici pour te demander de retirer ta plainte, » a-t-il dit. « Je sais que tu ne le feras pas. Alors pourquoi es-tu ici ?» Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, « Je voulais que tu saches que je sais pourquoi je l'ai fait. Pas à cause de la boisson, pas à cause du stress. La vraie raison. » Il a baissé les yeux vers ses mains. « J'ai été jaloux de toi depuis qu'on est adolescent. Tu as toujours su ce que tu voulais. Tu as toujours eu un plan et je te détestais pour ça parce que je n'ai jamais eu ça. Je me réveillais tous les jours sans savoir ce que je faisais ni pourquoi.
Et tu te réveillais tous les jours en avançant. Et la voiture était juste la chose qui rendait tout ça impossible à ignorer plus longtemps. C'était la preuve que tu avais trouvé ta voie dans la vie. Et je n'avais rien trouvé du tout. Je suis resté assis là et j'ai écouté. Je ne l'ai pas interrompu. Je n'ai pas hoché la tête. Je l'ai juste laissé parler. Je ne te demande pas pardon, a-t-il dit. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu m'entendes le dire parce que si je pars en prison pour ça, je voulais au moins qu'il y ait eu une conversation honnête entre nous avant que ça n'arrive. J'ai regardé mon frère, le même gamin qui m'avait appris à faire du vélo, le même adolescent qui avait frappé un tyran au visage pour moi en 5e, le même homme qui s'était attaqué de façon délibérée à tout ce que j'avais construit parce qu'il ne supportait pas de me voir réussir. J'ai tout ressenti en même temps. La colère, la tristesse, l'amour, le dégoût, la pitié, tout cela se heurtant l'un à l'autre comme des vagues frappant une digue. J'ai dit, je t'entends et j'apprécie que tu le dises, mais ça ne change pas ce qui doit arriver. Il a acquiescé, s'est levé, s'est dirigé vers la porte, puis il s'est retourné et a dit, pour ce que ça vaut, la voiture était magnifique. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue, et je l'ai endommagée parce que je ne supportais pas que tu aies quelque chose de magnifique et moi non. Il est parti. Je suis resté assis dans mon bureau pendant 20 minutes avant de pouvoir bouger. Puis je suis retourné travailler sur la Camaro d'Alain Moreau parce que c'est ce que je fais. Je travaille et le travail était sur le point de porter ses fruits d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer. Le procès a duré 2 jours. Il aurait pu durer 2 heures. Honnêtement, les preuves étaient claires à ce point. La vidéo de la caméra de surveillance a été diffusée devant le tribunal correctionnel et on aurait pu entendre une mouche voler. L'avocat de Sébastien a essayé d'invoquer la détresse émotionnelle et la capacité de discernement altérée par l'alcool, mais l'accusation a souligné que Sébastien avait conduit jusqu'à chez moi, s'était garé au bout de la rue pour que son utilitaire ne soit pas visible sur la caméra. Avait marché jusqu'à mon allée et avait systématiquement endommagé des pièces spécifiques du véhicule. Ce n'est pas une impulsion d'ivrogne. C'est un plan. Le procureur a même utilisé le mot prémédité, et l'avocat de Sébastien a visiblement grimacé. Sébastien a pris la barre. Son avocat lui a demandé de décrire son état d'esprit ce soir-là. Sébastien a parlé de la boisson, de la jalousie, du sentiment d'être un raté. Et écoutez, je ne suis pas sans cœur. Entendre mon frère se décrire comme un raté devant une salle d'audience pleine d'inconnus a été brutal. Je ne souhaiterais ça à personne. Mais ensuite le procureur l'a contre-interrogé et a posé une simple question. Monsieur, à un quelconque moment entre le trajet jusqu'au domicile de votre frère et le moment où vous avez endommagé son véhicule avec l'outil, avez-vous envisagé de faire demi-tour et de rentrer chez vous? Sébastien est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, oui. Et vous avez continué de toute façon? Oui. Ce fut le moment où le jury a pris sa décision. Je pouvais le voir sur leur visage. Ils ont délibéré pendant moins de 3 heures. Coupable de dégradation volontaires aggravée. Le juge a condamné Sébastien à 18 mois avec possibilité de libération anticipée après 12 mois pour bonne conduite, plus une restitution intégrale de 62 000 €. L'expression sur le visage de Sébastien lors de la lecture de la sentence est quelque chose que je porterai en moi pour le reste de ma vie. Pas parce que ça faisait du bien. Ce n'était pas le cas. Cela semblait nécessaire, mais ça ne faisait pas du bien. Quiconque vous dit que regarder son propre frère être condamné à la prison est satisfaisant est soit un menteur, soit une personne brisée. Je me sentais vidé, comme si quelqu'un avait tout arraché de ma poitrine pour n'en laisser que la coquille. Maman ne m'a pas adressé la parole pendant 3 semaines après la condamnation. Papa était la passerelle. Il m'appelait tous les quelques jours et me donnait des nouvelles sans qu'on le lui demande. Maman le prenait mal. Sébastien s'adaptait. La famille était fracturée, mais pas détruite. Laisse-lui du temps, disait papa. Elle finira par comprendre. Elle sait que tu as fait ce qu'il fallait. Elle ne peut juste pas encore le dire. Cet homme est un saint, et je me battrai avec quiconque osera dire le contraire. Maintenant, voici où l'histoire prend une tournure que même moi je n'aurais pas pu scénariser. Vous vous souvenez de la Camaro d'Alain Moreau? La restauration s'est achevée début décembre, à peu près au moment de la condamnation de Sébastien. J'avais tout mis dans cette voiture. Chaque once de compétence, chaque technique que j'avais apprise en 15 ans de travail sur les moteurs, les châssis et la peinture. Quand je l'ai démarré pour la première fois,
le son était identique à celui de ma Camaro d'origine. Ce même grondement profond qui fait vibrer la poitrine. Hugo se tenait à côté de moi et a dit, « Ce n'est pas une voiture. C'est un battement de cœur. Ce gamin a un avenir dans le marketing si le truc de la mécanique ne marche pas. » Alain Moreau est descendu de Paris pour la voir. Il est entré dans mon atelier, a jeté un coup d'œil et n'a rien dit pendant une bonne minute. Puis il s'est tourné vers moi et a dit, « C'est la meilleure restauration que j'ai jamais commandée, et j'en ai commandé beaucoup. » Il m'a serré la main, a payé le solde complet, puis a prononcé les mots que j'attendais d'entendre. « Vous voulez toujours le droit de premier refus? Quel est votre prix? » Il a donné un chiffre. C'était juste. Plus que juste, en fait. En dessous de la valeur du marché pour une SS de 69 au numéro correspondant, entièrement restaurée. Je pense qu'il savait ce que cette voiture signifiait pour moi. Je pense que toute cette histoire, les dégradations, le procès, la reconstruction l'avaient touché d'une certaine manière. Ou peut-être que c'était juste un homme bien qui reconnaissait le rêve d'un autre homme. Quoi qu'il en soit, j'ai dit oui. J'ai acheté cette Camaro. Elle trône dans mon garage en ce moment même. Bleu foncé, bande blanche, brillant sous les lumières de l'atelier comme si elle m'avait attendu pendant tout ce temps. Juliette dit que je lui parle parfois quand je pense qu'elle n'écoute pas. Elle n'a pas tort. L'atelier s'est agrandi depuis. Alain Moreau m'a recommandé à 3 autres collectionneurs et la branche restauration de l'entreprise est devenue une entité à part entière. J'ai 6 employés maintenant. La liste d'attente est de 4 mois. J'ai dû louer une deuxième baille juste pour suivre la cadence. Le journal a fait un article de suivi et il a été repris par un média régional. Des gens conduisent depuis 2 départements voisins pour m'amener leur voiture. Chaque jour, je me lève et je vais au travail et je n'arrive pas à croire que c'est ma vie. Quant à Sébastien, il a purgé 14 mois. Il est sorti pour bonne conduite il y a 2 mois. Il est de retour en ville et séjourne dans un foyer de transition le temps de se remettre sur pied. Il a trouvé un emploi dans un entrepôt. Il suit un programme. Il fait le travail. Et environ 3 semaines après sa sortie, il m'a appelé. J'ai décroché. Et il a dit, je ne vais pas te faire un grand discours. Je veux juste que tu saches que j'essaie et que je suis désolé. Pas le genre de désolé que j'ai dit avant quand j'essayais de me tirer d'affaire. Le vrai. Celui où je dois vivre avec ce que j'ai fait pour le reste de ma vie. Et je le sais. Je suis resté silencieux pendant 1 minute. Puis j'ai dit, je sais que tu le es et je suis content que tu essaies. Est-ce que je peux venir voir l'atelier un de ces jours? Pas la maison. Je sais que je n'ai pas mérité ça. Juste l'atelier. Ouais, tu peux venir voir l'atelier. Il est venu ce samedi-là. Il avait l'air différent, plus mince, le regard plus clair. Quelque chose dans sa posture qui n'était pas là avant. Il a marché autour des bails, a regardé les voitures sur lesquelles nous travaillions, a posé des questions à Hugo sur le projet Barracuda. Puis il a vu la Camaro d'Alain Moreau. Ma Camaro, et il est juste resté planté là. Ce n'est pas la même, ai-je dit. Je sais. Il a hoché la tête lentement. Elle est mieux parce que celle-ci est venue après. Je ne sais pas si Sébastien et moi aurons un jour ce que nous avions quand nous étions gamins. Honnêtement, ce que nous avions quand nous étions enfants n'était pas si génial non plus, si je dois être réaliste à ce sujet. La jalousie a toujours été là, bouillonnant sous la surface comme un moteur qui surchauffe. Mais peut-être que nous pourrons construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus honnête. Je n'y compte pas, mais je ne ferme pas la porte non plus. Juliette et moi nous sommes fiancés le mois dernier. Elle a dit oui avant même que j'ai fini de demander, ce qui est, selon elle, parce qu'elle était excitée, mais je pense que c'est parce que je m'embrouillais et qu'elle voulait abréger mes souffrances. Nous prévoyons quelque chose de petit. Une cérémonie dans le jardin. Papa va m'accompagner pendant mes vœux parce que, et c'est une citation directe, tu oublieras ton propre nom là aussi quelqu'un ne te coache pas. Maman a appelé pour dire, félicitations. C'était la première fois que nous parlions vraiment depuis des mois, et aucun de nous n'a mentionné Sébastien. Nous avons juste parlé de fleurs et de nourriture et de la question de savoir si on pouvait faire confiance à l'oncle Patrick pour ne pas faire de discours. Il ne l'est pas, mais nous le laisserons faire de toute façon. Alors voilà mon histoire. J'ai économisé pendant 13 ans pour acheter la voiture de mes rêves.
Mon frère l'a gravement endommagé en 90 secondes. J'ai laissé le système faire ce que le système fait. J'ai reconstruit ma vie, mon entreprise et finalement ma voiture. Et maintenant je me tiens dans un atelier qui sent l'huile de moteur et les possibilités, en regardant une Camaro de 1969 qui prouve une chose à laquelle je crois depuis que j'ai 14 ans avec mes mains dans le moteur d'une voiture. Le travail compte. La patience compte. Et aucune quantité de jalousie, ni d'outils, ni de destruction à 3 heures du matin ne peut enlever cela à quelqu'un qui est prêt à recommencer et à continuer. Si Sébastien m'a appris quelque chose, c'est bien ça. Commentaire, j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire ces derniers jours. Ce qui m'a le plus touché, c'est la façon dont on apprend à poser des limites claires tout en restant fidèle à soi-même. Quand on respecte sa propre valeur, on devient capable de dire non, même à ceux qu'on aime. J'ai vu à quel point la responsabilité personnelle est importante, pas seulement envers les autres, mais surtout pour notre propre paix intérieure. Se reconstruire après une blessure demande du courage et de la patience, et c'est exactement ce que cette expérience nous rappelle. Choisir le calme plutôt que la rancune est une force incroyable. La gentillesse reste précieuse, mais elle ne doit jamais nous faire oublier de nous protéger. Je vous invite à prendre un moment pour penser à vos propres relations et à ce que vous êtes prêt à accepter ou pas. Chaque jour, on a l'occasion de guérir un peu plus et de bâtir quelque chose de solide. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, votre soutien compte énormément pour moi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.